Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur le plateau d'On se dit tout. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de sortir un petit peu de cette vision romanesque et romantique de la famille, de la gestion de la famille et du foyer pour la visualiser un petit peu plus comme une mini-entreprise. Ceux qui défendent cette idée pensent que ça peut éloigner beaucoup de malentendus au sein du couple, en tout cas décryptage, tout de suite dans On se dit tout. Le foyer, une vraie gestion financière s'impose. Eh bien, on en parle tout de suite avec d'abord le grand spécialiste de la question, Monsieur Driss Khoudri. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir, monsieur. Vous êtes coach financier, auteur de nombreux ouvrages, notamment Coaching financier du couple et de la famille. Et nous allons en parler dans quelques instants. Hanan Oubidar, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Ravie. Comment merci va Marrakech? pour l'invitation. Très bien. Super. Vous êtes psychothérapeute et coach. Merci beaucoup d'être là. Alors, madame, monsieur, justement, on va pour les détails. D'abord, de par votre pratique à tous les deux, dans votre expertise et dans votre pratique professionnelle au quotidien, quelle place tient l'argent au sein du couple? Je commence par vous, Hanan Oubidar. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, en fait, il tient une place importante, malgré le fait que c'est un sujet qui est tabou. Ça veut dire qu'on n'en parle pas. C'est ça. Et pourtant, il est présent. Il est là. Donc, c'est pas parce qu'on ne va pas se mettre d'accord sur toute la partie de gestion, on va dire, des charges familiales, voilà, du quotidien de la famille, qu'il n'y a pas ce problème. Ça, il va y avoir beaucoup de non-dits. Et malheureusement, ces non-dits vont imposer, on va dire, une tension au sein du couple qui va faire que il y aura des conflits, il y aura des malentendus qui vont s'accélérer et s'accentuer. Et puis, on ne sait pas pourquoi ça arrive. Et malheureusement, quand on creuse, en fait. Exactement, ce sont des prétextes. Allez, on va se chamailler parce que c'est pas la couleur que je voulais. Il est parti faire les courses, il n'a pas ramené tout ce que je lui ai demandé. En fait, c'est ce genre de petits détails. Et pourtant, le nerf de la guerre, comme on dit, bah, c'est l'argent. C'est l'argent. Et malheureusement, c'est un sujet qui reste très tabou. Alors, quand on compare les sociétés, on va dire, marocaines avec occidentales, on n'est pas du tout dans le même schéma. Quand on regarde, par exemple, en Europe, et notamment en France, la femme, elle n'était pas propriétaire de ses biens. C'était son père jusqu'à ce qu'elle se marie, puis c'était le mari. D'ailleurs, ce n'est que dans les années 60 qu'elle a eu l'autorisation de créer son propre compte bancaire et d'avoir cette autonomie de gestion. Et sinon, avant, c'était le mari qui gérait l'argent de sa femme. Donc, à partir des années 60, il y a eu cette ouverture. Donc, les femmes aujourd'hui, on va dire, dans une notion de partage, elles gèrent leur argent, mais elles laissent quand même, on va dire, la moitié ou un certain pourcentage. Le droit de regard. Le droit de regard, voilà, qui reste chez le mari. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui vont créer des comptes communs, voilà, pour pouvoir gérer toute cette gestion financière. Ben, au Maroc, c'est l'inverse. Au Maroc, la femme a toujours eu une pleine autonomie sur ses biens. C'était toujours à l'homme de gérer les frais de sa famille. C'était l'homme qui devait ramener le qfa, comme on dit. C'était à l'homme, voilà, le panier. C'était à l'homme de gérer, on va dire, le quotidien. Et puis avec l'émancipation de la femme qui est aussi sortie, donc elle travaille maintenant, elle a un revenu. Donc au fait, on a copié un peu l'exemple français, sauf que d'origine, on n'a pas les mêmes histoires. Donc, mais ce que j'ai du mal à suivre, c'est quand vous dites que la femme a toujours eu plein pouvoir de son argent. La femme marocaine a toujours eu plein pouvoir de son argent. Alors, quand vous regardez, par exemple, dans la tradition, quand une femme, elle hérite, par exemple, de son père, c'est très rare que le mari, d'ailleurs, c'est très mal vu, que le mari puisse récupérer l'argent de sa femme pour pouvoir en user. Oui, c'est très mal vu, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe entre les quatre murs? Voilà, ça, c'est différent. Exactement. Mais en fait, on parle de ce qui se fait, alors qu'en France, c'était l'inverse. Si la femme gardait son argent pour elle-même, c'était très mal vu. Ce qui est culturellement accepté. Exactement. Okay. Donc, ce qui est culturellement accepté aujourd'hui, d'ailleurs, on le dit, hein, même chez les jeunes, moi je les reçois des fois dans le cabinet, c'est toujours cette notion de c'est lui l'homme, bah, c'est à lui de pouvoir aux besoins du foyer. Voilà. C'est pas à moi de le faire. Ok. Alors, ça, c'est ce que vous voyez dans votre pratique. Exactement. Au sein de votre cabinet. Pour vous, monsieur Driss Khoudri, que vous dit l'expérience par rapport à cette histoire d'argent dans le couple? Quelle place tient l'argent au sein des couples marocains? Alors, il faudrait tout d'abord peut-être redéfinir l'argent. Bon, l'argent, c'est quoi? Pour la famille, pour le couple, l'argent n'est pas une somme de billets stockés dans un coffre, ce n'est pas une somme de pièces de monnaie qu'on trouve dans un compte, non.
L'argent, c'est le croisement de 3 champs disciplinaires. D'abord, l'argent, c'est un système de valeurs, c'est un référentiel, c'est une éducation spirituelle qu'on a reçue tous. Et donc, dans le cadre de ce système de valeurs, de cette spiritualité qui nous dirige, nous avons un mode d'emploi de l'argent qui a été dicté par nos croyances. C'est très important. Le deuxième champ disciplinaire nécessaire pour définir l'argent, c'est la psychologie. Contrairement à ce qu'on pense, la dépense n'est pas un acte seulement comptable. La dépense, c'est un acte psychologique. Il y a un cerveau qui raisonne, il y a un cœur qui aspire, qui souhaite, mais il y a une poche qui paye. Et donc, cette relation entre les 3 centres névralgiques dans le corps d'un être humain, c'est là où les erreurs sont commises et c'est là où les dysfonctionnements sont commis. Le troisième champ disciplinaire, c'est l'aspect technico-financier et comptable. Vous avez besoin de faire la synthèse, la combinaison des 3 champs disciplinaires pour gérer une famille. Imaginez, 2 personnes se connaissent, il y a des sentiments qui naissent, voilà, on les déclare mari et femme dans un espace qu'on appelle un foyer. Mais chacun d'eux est arrivé avec un système de valeurs. Il est arrivé avec une façon de concevoir l'argent. Exact. On n'est pas obligé de se cloner. Tout à Chacun garde son autonomie, sa façon de regarder l'argent, donc son référentiel. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, quand vous mettez 2 personnes dans un foyer, soit ils vont vers des compromis, des ententes, chacun cède quelque part, et on tombe dans un compromis financier, soit c'est le conflit, et l'approche conflictuelle peut mener, parfois, au divorce. C'est pourquoi, chaque 20 minutes, au Maroc, il y a un divorce. Et pendant 1 heure, il y aura 3 divorces. Et sur les 3 divorces qui vont être consommés... Samedi, dimanche compris ? Samedi, dimanche compris. Donc, tous les jours. Ça fait peur ce que vous dites tous là. les jours. C'est les statistiques. C'est ce que vous dites dans votre livre, justement. Oui, c'est les statistiques. Et sur chaque 3 cas de divorce, 2 sont causés par des problèmes financiers et budgétaires. Mais ces statistiques émanent d'où ? Ce sont des études qui ont été menées sur 1200 couples en divorce, en phase de divorce, ou déjà divorcés. Des études crédibles ? Crédibles, bien entendu. Référencées ? Référencées. On peut citer les sources. Nous sommes, par exemple, au Maroc, attention, ce n'est pas le pire. En Égypte, vous avez un divorce toutes les 10 minutes. Ce n'est pas une question de... le divorce, quand il est consommé, il peut provenir de raisons diverses, comme il peut provenir d'un malentendu financier. Bien sûr. Et c'est ça ce qui nous intéresse dans la thématique d'aujourd'hui. Exactement. Et pour vous, en fait, parce que vous avez commencé par dire, il faudrait d'abord définir ce qu'est l'argent. Donc pour vous, l'argent, c'est la manifestation de ces systèmes de valeurs sous un foyer ? Exactement. C'est ça ? Vous l'avez dit, ce n'est pas un compte bancaire ? Oui. L'argent, c'est une façon de concevoir la vie. Vous utilisez l'argent pour aboutir à quelque chose. Donc vous avez un référentiel acquis, nous allons y arriver, il y a l'éducation, il y a l'école qui a joué, il y a la rue, il y a les amis, il y a la contamination positive ou négative. C'est ça. Et donc tout cela conditionne notre façon de voir l'argent. C'est pourquoi, et c'est la raison pour laquelle malheureusement il n'y a pas de formation pour les jeunes couples, les jeunes couples qui vont naître dans le cadre conjugal. Exact. Et c'est ce qu'on souhaite, parce que les gens qui nous rendent visite chez nous, dans nos cabinets respectifs, pour nous demander conseil, ou sur les émissions que je fais sur la radio, les gens posent des questions sur leur façon de gérer. Il y a une discorde totale, parfois, entre des gens qui partagent des sentiments très forts, mais sur le plan management, sur le plan gouvernance familiale, il y a une discorde absolue. Exact. Et en fait, ce qui est très intéressant de vous avoir tous les deux aujourd'hui sur le plateau, c'est que vous êtes un expert de cette gouvernance financière des foyers. Et Madame Hanan Oubidar reçoit ces couples qui n'ont pas eu cette guidance, mais avec les répercussions que ça peut avoir au sein des couples. Donc, Madame Hanan Oubidar disait tout à l'heure, souvent, et culturellement chez nous, on ne parle pas d'argent. Et ce qui se passe très souvent, c'est que ces couples arrivent
chez vous ou chez des spécialistes en discorde, mais ne vont pas évoquer Exactement. le mot argent. C'est tabou. C'est tabou. On ne peut pas parler d'argent au sein d'un couple, entre mari et femme. On est profiteur et profiteuse si on en parle. C'est vite stigmatisé. C'est stigmatisé. C'est rabaissant d'en parler. Et pourtant, c'est la cause de plusieurs mots, de plusieurs problématiques. Exact. Vous dites dans votre livre, Monsieur Delesrodere, que la période des fiançailles est extrêmement importante. Oui. Or, en période de fiançailles, c'est supposé être le glamour le plus total. Oui. Et l'histoire, et parler d'argent, c'est très mal vu en période de fiançailles, majoritairement. Pourquoi vous dites que c'est une phase qui est très importante et comment on prépare tout ça financièrement? Alors, nous gérons des personnalités. Et Jack Parr, la théorie du financial profiling, chez Jack Parr l'américain, il parle de 4 personnalités, le rouge, le vert, le gris et le bleu. Alors, il y a des gens qui sont faits, selon cette théorie, dans la logique « je gagne, tu perds Oui. ». I win, you lose. Puis, il y a le vert « I lose, you win ». Je perds, tu gagnes. Et puis, il y a le gris « I lose, you lose ». Je perds, tu perds. Personne n'est gagnant. Oui, c'est très courant. Et puis, il y a le bleu « I win, you win ». C'est pourquoi on parle de win-win aujourd'hui. Exact. Ces 4 personnes, imaginez imaginez un gris qui épouse une rouge. Vous imaginez ce qui va se produire au niveau d'un couple. La personne n'a jamais fait le marché. Aujourd'hui, on lui demande de cohabiter avec une autre façon de concevoir l'argent. La fille a grandi, par exemple, avec un papa qui ressemble à Harpagon. Et le garçon a grandi avec un papa qui ressemble à Casanova. Alors imaginez un couple fait de ces 2 personnes qui sont antinomiques. Ce sont 2 personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs. C'est ça. Et pourtant, malgré le sentiment fort, malgré le respect, la considération, ça va partir en miettes. Ça va partir en miettes parce que le foyer va trébucher et le pire risque de se produire. Mais alors justement, ça répond peut-être pas à la question. La période des fiançailles, vous dites, est très très importante. Oui. C'est la période dans laquelle on prépare un couple. Oui. Je vais d'abord voir avec Hanan Oubidal, la psychothérapeute et la coach, et ensuite voir avec vous vraiment ce côté financier en particulier. Très bien. Alors, Madame Hanan, comment parler d'argent, puisque c'est le nerf de la guerre, quand on est en pleine période, on va dire, de fleurs roses, de papillons et d'oiseaux? Alors, c'est là toute la difficulté, on va dire, du sujet. Parce que... Est-ce que vous partagez l'idée de M. Khoudri d'en parler tout déjà à fait. aussi vite? En fait, aussi Au vite, risque tout est relatif. de Parce que choquer les quand on est en téléspectateurs. période de fiançailles, c'est qu'on se prépare au mariage. C'est ça. C'est que quand même, on a un foyer, on veut le construire. C'est qu'une des premières charges qu'on va avoir, c'est qu'il faut trouver une maison, l'aménager, pouvoir y vivre. Donc, toutes ces charges-là, qui va s'en occuper? Et très souvent, c'est des négociations qui vont se faire plutôt au niveau des parents. Et le jeune couple, il n'est pas partie prenante, on va dire, dans ces discussions et dans ces considérations. Donc, du coup, ils vont être, en fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, dans la notion de perception, toujours que l'argent, c'est pas moi. L'argent, c'est les autres. Nous, on est encore jeunes, on doit vivre notre vie. Et puis, de toute manière, on s'arrangera, on s'organisera et ça ira super bien parce qu'on a les yeux pleins de petits cœurs et de paillettes. C'est vrai. Voilà. Mais le problème qui se pose, c'est que dès qu'on arrive à la maison, il y a en fait des petites comparaisons qui vont se faire, même quand elles sont non dites. Exact. C'est-à-dire, elle va comparer, souvent, moi je reçois des couples où le monsieur me dit, honnêtement, je ne connais pas combien gagne ma femme. Et la femme qui lui répond, vous n'avez pas à le savoir. Ou tu n'as pas à le savoir, puisque c'est son époux. Et au fait, ce genre de discours, il est très commun chez nous. C'est que la femme, tout ce qu'elle gagne, c'est pour elle. C'est pour son argent de poche, c'est pour se faire plaisir. Et puis, si elle veut contribuer aux charges du foyer, c'est un choix. C'est pas une nécessité. Donc, c'est de là que va arriver, au fait, tout ce problème, surtout quand on n'en parle pas dès le départ. Parce que comme on laisse les parents s'occuper un peu de toute la partie organisation de la fête, organisation de la maison. On ne rentre pas dans les finances. On ne rentre pas, nous, dans les finances. C'est les parents qui s'en chargent. Et puis, les parents, ils se mettent d'accord. Il ne faut pas qu'on se fasse avoir. Il ne faut pas que l'autre se fasse avoir. Donc, il faut garder bonne figure. Voilà, il faut garder bonne figure. On est en train de marier les enfants. On n'est pas en train de les vendre. Voilà, c'est tous ces aspects qui sont très psychologiques, exactement. Culturels. Et puis, notre garçon, c'est un homme. Et un homme, c'est lui qui prend en charge son foyer. Donc, on ne va pas rentrer dans ces petits détails, on va dire,
de radinerie, si j'ose dire, c'est ça. alors qu'on est en pleine période de fiançailles, alors que c'est une erreur. Et là, en fait, je vous rejoins, parce que sur un point de vue purement, on va dire, psychologique, tout ce qu'on ne partage pas au début, on a du mal à le partager après. Tout ce qui reste tabou au début, et là, on parle de plusieurs autres sujets, hein, il n'y a pas que les finances. Il y a certains sujets où on n'en parle pas. Je vous parle même des visites, comment on organise les fêtes religieuses. Qui va partir, l'Eid Kbir, l'Eid Sghir, où est-ce qu'on va les passer? Ce genre de petits détails on ne va pas en parler parce qu'au début, on est sur un petit nuage. Ça. Et puis, la première année, la fille, peut-être, elle va laisser faire, ou le mari va laisser faire, la deuxième année. Et puis la troisième année, moi j'existe. C'est ça. Je t'ai refait plaisir, maintenant. Exactement. Dans la période de fiançailles, le monsieur, il va offrir peut-être des cadeaux à sa femme, à sa future épouse. Il va l'inviter au resto, il va lui acheter des fleurs, il va lui acheter des cadeaux. En plus, dans notre tradition, le truc de l'Ers, pour le mariage et tout, c'est quand même très symbolique. Et après, on va lui demander de tout couper. C'est ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle a pris l'habitude pendant toute la période de fiançailles d'être chouchoutée, d'être la princesse, la reine. Et puis du jour au lendemain, parce qu'elle ferme à clé son foyer, il faut qu'elle mette la main dans la poche. C'est ça, exactement. Voilà. Alors, vous les récupérez, vous ensuite. Ils sont chez Hanan parce que le couple va mal, mais vous aussi, vous les récupérez pour le coaching financier. Exactement. Pourquoi, M. Khoudri, vous insistez sur la période de fiançailles? En quoi est-elle aussi importante dans la construction de l'entreprise familiale future? Oui, parfois vous regardez un jeune couple dans un café, dans un club. Vous voyez, le sentiment est là, la considération, le respect, ils sont là. Mais il y a la panne du sujet. Vous regardez ce jeune couple et puis vous constatez qu'il y a quelque part une panne. Ils n'arrivent pas à parler de l'essentiel. Oui, ça parle de gel, ça parle de lunettes de soleil, ça parle de... Mais ça ne parle pas de l'essentiel. C'est après la consommation du mariage que la fille va se rendre compte qu'elle a épousé l'avare de Molière. C'est là, oui, c'est là où elle va être surprise, choquée. Parce qu'il lui dit, toi, tu ne ressembles pas à mon père. Parce que pour elle, le modèle, c'était son père à la maison. Et puis, son père était bon vivant, etc. Mais lui, le mec est plutôt radin. Donc, vous voyez, là, le choc, que faire? Comment éviter tout ça? Voilà, je n'ai pas épousé l'homme qu'il fallait. C'est ce qu'on voudrait éviter. C'est ça. Là, ce n'est pas pour défendre les jeunes, mais parce qu'il faut remonter aussi à l'école. Notre système éducatif est pauvre en termes d'éducation financière. Nous n'avons pas formé ces jeunes. Et un beau jour, à 25, 27, 30 ans, on leur dit « mariez-vous, allez-y ». Mais si vous prenez maintenant le Muqarrar, le livre aujourd'hui que les étudiants suivent, le programme au niveau de l'I'dadi, Tanawi, etc., quels sont les textes qui gèrent, parce qu'il s'agit d'élever, d'éduquer, de former et de coacher. C'est une courbe exponentielle, il faut suivre ça. Oui. Revenons à la période de fiançailles. Oui. Pourquoi c'est si important? Que faut-il se dire? La période de fiançailles, il faut casser le tabou. Il faut, au contraire, il faut parler de ces problèmes financiers. Comment on va gérer? Et il y a des gens qui, une fois mariés, n'arrivent même pas à faire la liste des besoins. Ils ne savent pas. Ils n'arrivent pas à savoir s'ils vont faire un budget commun ou un budget en commun, c'est-à-dire une intersection entre les deux salaires, par exemple, quand il y a deux salaires. Mais ces jeunes ne savent pas parce que c'est une nouvelle étape de la vie qu'on découvre. Oui. Donc on ne peut pas leur en vouloir de ne pas savoir comment on fait une liste. Vous avez des jeunes qui ont eu la chance d'être mis sur le terrain, de vivre l'expérience, de faire les courses. Et vous savez, vous en avez d'autres qui ont été couvés par malchance pour eux après. Oui. Donc, et puis, comment gérer le budget? Tout ça, on ne l'apprend pas, vous le dites. Oui. Mais alors, comment découvrir ensemble dans la bienveillance? Oui, alors, un foyer ne s'improvise pas, madame. Un foyer, ça se gère. C'est la raison pour laquelle il y a de la formation pour ces gens. Il faut former les fiancés. La période de fiançailles dure, je ne sais pas... Quelques mois, on va dire. Quelques mois, plusieurs semaines, une année, par exemple. Eh bien, c'est suffisant pour être formé. Formez-les pour nous aujourd'hui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Voilà, ils doivent commencer d'abord par s'identifier, se découvrir la personnalité de l'autre financière. Quel est son point de vue sur l'épargne? Quel est son point de vue sur le budget alimentation? Mais je vais vous arrêter, M. Khoudri, sur l'épargne. Oui. On parle quand même, je me mets à la place de ces couples, on parle quand même à des jeunes qui ont 25 ans, 26 ans, 24 ans. Là, à cet âge-là,
On est loin de penser à Exactement. l'épargne. On vient de finir ses études, on vient de commencer son premier job, et puis on va se marier. Mais pour nous, mais à ce moment-là, mais la vie, c'est extraordinaire. Oui. J'ai de l'argent dans ma poche, je vais épouser l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, Oui. mais c'est super. Et on me parle d'épargne. Comment on peut sensibiliser, parce que ça aussi, c'est un volet qui est extrêmement important, Oui. comment on peut sensibiliser des jeunes qui sont en pleine effervescence de la vie à l'importance de l'épargne? Alors, ne pas sous-estimer la jeunesse, parce que j'ai le feedback quotidien. À la radio, j'écoute les jeunes. Ils me parlent quotidiennement. Je ne sous-estime pas. Je vous assure qu'ils... Je ne sous-estime pas, mais en préparant l'émission, justement, j'ai échangé avec beaucoup de jeunes couples. Oui, la vie. Et voilà, et certains me disent, mais l'épargne, mais certains ne savent même pas ce que veut dire l'épargne. Oui, oui. L'épargne, c'est quoi? Mettre de vont le l'argent faire de côté. autrement, Mais non, mais peut-être. pourquoi? Mais je suis trop jeune pour ça, je ferai ça plus tard. Mais ils vont le faire autrement, Oui. peut-être. Et l'épargne est une constante dans une gestion budgétaire. Ils vont se rendre compte au fil des mois que ce mois, on a bouffé toute la cagnotte. Le mois suivant, c'est la même chose. Après 6 mois, une année, ils vont se rendre compte qu'ils tournent en rond. Et que aujourd'hui, ils payent leur loyer, ils mangent, ils voyagent, etc. Mais quand est-ce qu'ils vont se rendre compte que, à l'arrivée d'un bébé, par exemple, C'est ça, exact. là, ils vont se rendre compte que ce n'est pas suffisant d'épargner pendant 9 mois pour accueillir un bébé, une troisième créature qui C'est va être notre invité pour toujours. Eh bien, là, c'est un budget. Exact. C'est la raison pour laquelle on est en train de diffuser la culture de l'épargne. Il faut la partager avec les jeunes couples qui naissent aujourd'hui et pour leur éviter le pire. Parce que... L'arrivée ils sont- d'un bébé, c'est souvent ce qui vient changer de vision à ces couples. Par exemple, Revenons aux par fiançailles. exemple, oui. Voilà, revenons à la période de fiançailles parce que le temps court et c'est très important. Que faut-il se dire sans tabou et sans honte? Que faut-il se dire pendant cette période de fiançailles sur l'argent? Au Oui. lieu de dire, en général, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on leur dit? Alors, ce qu'il faut leur dire dans le coaching financier, c'est de faire un jeu. C'est dans le ludique que ça se passe, parce qu'ils sont jeunes. Exact. Allez, fais-nous la liste de ce mois. Nous sommes au mois tel, fais-moi la liste des dépenses que tu préconises pour ce mois. Je vais faire la même chose. Ils s'assoient tous les deux. Chacun va prendre sa liste. Tiens, tu veux qu'on voyage? Non, on n'a pas l'argent suffisant pour. Ah non, il faut changer le frigo, il faut changer la télé, etc. Non, 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 attention, n'oublie pas, tu es enceinte. À vous écouter, M. Khoudri, les couples aujourd'hui, ou certains couples du moins, arrivent dans cette institution du mariage avec beaucoup d'handicaps. Ils sont aujourd'hui installés dans la vie à deux, mais avec pas mal de problèmes à cause de cette mauvaise gestion financière. Oui. On va essayer d'arranger les choses pour ceux qui se préparent au mariage Oui. et qui sont aujourd'hui fiancés. Oui. Pendant cette période de fiançailles qui est très importante, et vous le dites dans votre livre « Coaching financier du couple et de la famille », comment mettre les bases de cette gestion financière du couple pendant cette période de fiançailles? Très bien. Alors, c'est un travail qui va être réparti en deux. D'abord, connaître la personnalité de l'autre. Est-ce qu'il est dépensier? Est-ce qu'il est plutôt radin? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'équilibre budgétaire? Quelles sont les rubriques budgétaires pour lesquelles il a une tendance particulière? Je dois connaître l'autre, sa façon de gérer. Parce qu'il y a un mois, il y a un salaire à la fin. Et donc, nous n'avons pas la même gestion pendant 30 jours. C'est ça. Donc, il faut ramener l'autre vers la raison. Il faut qu'on crée ce compromis nécessaire entre deux personnes qui ont décidé de cohabiter. Donc, il faut une formation. Il faut rentrer maintenant sur Internet, sur beaucoup de sites, pour aller chercher un tableau de bord de gestion. Comment on fait pour un foyer? Comment on fait pour gérer un chronogramme de gestion? Comment faire le marché? Comment faire une liste des besoins? Des courses. Les courses entre celui qui gère une cuisine et celui qui gère les achats. Comment centraliser les achats? Chez une autre, c'est une seule personne qui va centraliser l'opération achat. Tout cela s'apprend. Il faut crever l'abcès, il faut en discuter. Ça, c'est le point clé. Voilà. Il faut crever l'abcès, il faut en discuter. C'est d'abord la grosse étape. Oui. C'est vraiment le plus grand des pas que peut réaliser un couple Oui. au début de sa trajectoire. Oui. C'est d'abord ne pas avoir honte et que Exactement. parler d'argent, Oui. que ce ne soit pas tabou. Vous êtes d'accord, Hanan? Exactement, parce que en fait, tous ces petits problèmes en fait qui viennent d'être exposés, bah, ça vient d'abord du fait que l'argent c'est tabou. On ne parle pas d'argent parce que c'est honteux. Quand je parle d'argent, ça veut dire que je suis intéressée ou je suis radin.
Donc, pour le couple, au fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous l'avez expliqué, au fait, c'est par rapport au tableau. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des tableaux qui peuvent les aider. On va cohabiter ensemble. Quelles sont les charges fixes qu'on va avoir en termes de loyer, eau, électricité, tout ça? Est-ce qu'on va mettre un budget pour les sorties? Est-ce qu'on va mettre un budget qu'on va épargner pour les vacances de fin d'année? Est-ce qu'on va mettre ceci, cela? Et puis, déjà, à la base, comment on va gérer cet argent? Est-ce que je mets tout mon salaire dans la cagnotte et vous allez mettre aussi tout votre argent dans la cagnotte? Ou est-ce que, pour éviter les susceptibilités qui peuvent être créées, on peut se dire qu'on partage les charges 50-50, ou chacun d'entre nous va mettre 60% en fonction du salaire? En fonction du salaire, exactement, oui. que ça soit au prorata. Alors, on va marquer une courte pause et on revient pour ces détails vraiment techniques et financiers. À tout de suite. Et donc nous sommes de retour sur le plateau d'On se dit tout pour continuer cette discussion qui peut vous sembler, on va dire, pas très glamour et pas très romantique puisqu'on parle d'argent et de couple, mais visiblement, selon nos spécialistes, la meilleure façon d'avoir une vie à deux sereine et harmonieuse, c'est de parler d'argent et d'étaler la question financière au sein du couple. Vous êtes bien d'accord? C'est bien ça? Oui, ça s'appelle de la communication financière. Tout à fait. Je suis avec Dédé Sroudri, coach financier, auteur de nombreux ouvrages, et Hanan Oubidab, psychothérapeute et coach. Merci beaucoup d'être là. Alors, juste avant la pause, on parlait des détails technico-techniques de la gestion financière du couple. Et vous avez évoqué, Hanan, l'idée de certains couples de mettre en place des comptes joints. Exact. De par vos expériences à tous les deux, parce que certains sont pour, d'autres ont peur de ça, est-ce que ça marche, le compte joint? Dédé Sroudri. Oui, alors le budget conjoint, c'est un budget où chacun met sa cagnotte, son salaire. Oui, tout le salaire. Voilà, tout le salaire. Parfois, il y a une personne lésée, parce que les salaires généralement ne sont pas les mêmes, identiques, et donc une des deux personnes risque d'être lésée. C'est ça. Mais en fait, il y a des gens qui ont choisi, par exemple, de mettre une liste des charges fixes, comme vous dites si bien, les charges fixes du foyer, le loyer, la nourriture, le téléphone, etc., toutes les charges. Et puis, ça va nous coûter, par exemple, 6 000 dirhams. Eh bien, là, on va mettre 3 000 dirhams chacun, et ça va faire le budget commun. Maintenant, quel que soit le salaire de chacun. Quel que soit le salaire de chacun, chacun reste libre dans la gestion de ce qui lui reste. À part le budget en intersection. Hein, okay. Parfois, les gens, quand ils ont décidé de mettre en commun leur budget, à la longue, l'une des deux personnes risque de penser au pire. C'est-à-dire, tiens, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'on est mariés, je n'ai rien fait, je ne vois même pas mon salaire, où est-ce qu'il passe, etc. Et le doute commence à s'installer dans le couple. Et là, alors là, ce n'est plus technique, ça devient psychologique. Quand le doute s'installe dans un couple, c'est terrible. Donc, il faut ramener la raison, et donc il faudrait commencer par mettre les charges fixes. Voilà ce que nous coûte de vivre ensemble. Le coût global des charges communes. Chacun de nous restera libre dans la part qui lui revient. Donc, vous, justement, c'est ce que vous récupérez, c'est lorsque le doute s'installe. C'est quand le doute s'installe, qu'il n'y a plus de confiance et qu'on va chercher des problèmes et des difficultés dans des domaines ou on va dire dans des aspects de la vie commune qui n'ont rien à voir avec l'argent. Ça va être, par exemple, à chaque fois que je demande qu'on sorte, toi, tu ne veux pas. Tu n'aimes pas sortir, tu n'aimes pas mes copines. À chaque fois que je choisis une destination, toi, tu refuses. Quand je veux changer le salon, ça ne te fait pas plaisir. Et au fait, on va contourner le sujet réel qui est celui de l'argent et le dispatching, on va dire, de ces budgets. Et on va créer des problèmes qui sont des antennes, en fait, de la vraie problématique. Donc, comme vous avez expliqué, il y a cette possibilité de mettre, chacun d'entre nous va mettre une somme fixe, par exemple, votre exemple c'était 6 000 dirhams et chacun va mettre 3 000. Il y a aussi une autre possibilité, c'est de se dire, on va mettre en pourcentage de notre salaire. Comme ça évite le cumul. Voilà, on va dire quelqu'un, par exemple, la femme, elle touche 4 000 dirhams, elle doit mettre 3 000 dirhams dans la cagnotte. Et le mari, il touche 15 000 dirhams et il va mettre 3 000 dirhams dans la cagnotte. Donc, c'est un peu déséquilibré. Et ça risque, à la longue, de créer des frustrations de part et d'autre. Et on revient à la case départ. À ce moment-là, ce qui est proposé, quand il y a des écarts qui sont énormes comme ça par rapport au salaire, c'est de
penser, réfléchir au prorata du salaire. Combien on met? 50%, 60%, et chacun d'entre nous va mettre ses 50 ou 60%. Ok, mais comment s'assurer du respect de ce qui va être mis en place? Parce qu'une entreprise, une vraie entreprise, Oui. elle a des bilans annuels, elle a des comptes, une compta, elle a pareil. oui, C'est la même alors, chose. mais C'est la non, même mais chose dans je finis une ma famille. question. Une entreprise rend des comptes. Oui. Rend des comptes, paye des impôts, Ouais. donc elle rend des comptes à quelque chose qui la dépasse. Par contre, l'entreprise famille, le couple, la famille et la cellule familiale qui met en place ça, eh bien, comment s'assurer que l'autre va respecter ses engagements? Il n'a pas d'autre compte, il n'a pas d'impôts à payer. Mais l'autre, il peut être le garant Par exemple. du respect. Et ce qu'on peut faire, c'est, on a un fichier, par exemple. D'ailleurs, tout à l'heure, vous en Pourquoi je avez vous pose la parlé, question? qui Parce sont que communs. justement, en préparant l'émission, j'ai discuté avec une épouse qui me disait, on a mis en place ces choses-là, mais il s'arrange chaque mois pour s'acheter des choses dont Qui n'étaient pas prévues. Voilà, qui n'étaient pas prévues et dont il n'a pas forcément besoin, et il gratte sur sa part pour acheter des choses qui dépassent son budget. Alors, Alors, il y a la notion d'engagement. c'est ça, bien Nous sûr. sommes, Et de et puis, confiance. il n'y a pas de comptabilité verbale. Il faut qu'une comptabilité écrite. Il y a un livre journal, comme pour une entreprise, ce qu'on dépense, ce qu'on reçoit. Les gens ont tendance à jeter les factures, à jeter les tickets. Là, il ne faut pas jeter ça. C'est une comptabilité. Il faut gérer le foyer comme une entreprise. Mais alors justement, je vais saisir ce que vous venez de dire. Vous dites ne jetez pas les tickets. Mais ça n'en fait pas trop quand même dans une vie à deux. Alors, qu'est-ce qu'on entend? On entend aussi souvent, mais tu t'imagines, il me ramène tous les petits tickets pour faire la compta et me dire j'ai dépensé de temps Y et Z. C'est quand même choquant dans une vie à deux. Une vie à deux, c'est sérieux, et un foyer, c'est une responsabilité d'abord. C'est une entreprise, d'abord. Hein, il faut qu'on se rende compte que c'est une responsabilité. Oui. Alors, puisque c'est une responsabilité, il faut gérer l'aspect comptable. Mais il y a un casting à faire. Parce que c'est comme sur un plateau, vous avez un gestionnaire, vous avez un auditeur. Celui qui va gérer, c'est celui qui est le plus doué à gérer. La gestion. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme. C'est ça. L'autre va immédiatement passer au rôle de l'auditeur, au contrôleur, qui gère, mais de loin. De temps en temps, en remettant en cause la gestion. C'est un signe de santé dans un foyer que de se poser des questions sur notre manière de gérer l'argent. Ce n'est pas si mauvais que ça. Il faut se remettre en question, il faut se remettre en cause, il faut se comparer, il faut avancer dans un couple. C'est la raison pour laquelle nous conseillons le bilan annuel entre un couple le 14 février. C'est très romantique, par exemple, mais ça peut correspondre à une date comptable aussi. D'accord. Hein, on peut s'asseoir, dire oui, il y a les grands cœurs et tout ça, mais à côté, il y a les grands chiffres aussi. Mais vous avez d'autres personnes qui vont vous dire bon, très bien, aujourd'hui c'est le jour des grands cœurs, on laissera le bilan comptable pour demain. Pour le 15 février, Pour le il n'y a 15 pas de problème. Alors ça sera le 14 Et on février, c'est la introduit les fête dépenses de... du 14 février dans le bilan comptable du 15 février. Voilà, le 15 février, c'est la journée On fait du les bilan. charges avant, comme On ça, va on les charges n'intègre pas avant, les charges. exactement. Mais c'est vrai que ça reste quand même... c'est vrai que le nerf de la guerre dans beaucoup de couples, c'est l'argent, mais ça reste délicat, en toute honnêteté. Exact. Soit on dépasse complètement, et j'ai l'impression que quand je vous dis ça reste délicat, vous n'êtes pas tellement d'accord parce que vous avez dépassé ce stade-là de la discussion. Mais ça reste quand même très spécial de rentrer autant dans les détails financiers. Parce que culturellement, on a la notion du couple. Aujourd'hui, c'est vrai, les choses évoluent, la femme travaille, les besoins augmentent, les charges augmentent. Et raisonnablement, on sait qu'un seul salaire ne peut pas tout faire. Les deux salaires sont les bienvenus. Mais il y a aussi ce besoin un petit peu de garder ce petit romantisme, cette autonomie aussi, enfin différentes choses. On a envie de tout pour... On n'est pas contre le romantisme, attention. Mais le 14 février, il y a une facture à payer pour le 14 février. Pour le 8 mars, la même chose. Hein. Non, le 8 mars, c'est pas une fête commerciale. Oui, non, attention. Ça ne devrait pas l'être. Même le d'ailleurs. 14 février, c'est pas commercial. Ouais. Mais il y a une facture, un bouquet de fleurs, ça coûte de l'argent. Il faut le comptabiliser. Mais justement, aller jusque-là, c'est terrible quand même. Le monsieur Rodrigue. problème du foyer, c'est l'opacité. Quand il y aura plus de transparence, tout est clair, hein, transparence financière dans un couple, ça ira mieux. Dans nos foyers, il y aura moins de divorces financiers. Parce que c'est quand il y a cette opacité, il y a le
ce qu'on ne dit pas. C'est ça. Et puis, il y a le doute qui s'installe, et l'épouse commence à se poser des questions, alors que le mec, il est vraiment dans le pétrin, il est dans un vrai problème. Mais on croit qu'il a beaucoup d'argent. Exact. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il n'y a pas de transparence. Pourquoi il n'y a pas de transparence? Parce qu'il n'y a pas de communication financière. Parce qu'il y a l'image aussi. Voilà, entre les Il y a le deux. problème Et puis on l'ego n'ose pas. aussi. Et puis il y a aussi la frime, le problème de la C'est ça, frime. l'ego, On l'image. est dans la frime, on est dans le personal branding, dans l'image, etc. Et on oublie que derrière tout ça, il y a une comptabilité, il y a un logiciel qui gère tout ça. Je reste d'accord avec vous, surtout sauf sur la comptabilité du 14 février, du bouquet de fleurs qui reste à payer. Non, c'est vrai, l'idée aussi, on peut brusquer un petit peu par le message les téléspectateurs, mais c'est taper fort pour revenir au juste milieu. Oui. Parler d'argent, c'est important. C'est vrai qu'on est à l'approche de l'été, c'est un petit peu la saison des mariages. Oui. Ne pas avoir honte d'en parler, ne pas avoir honte de faire des remises au point aussi régulièrement avec son conjoint ou son épouse sur les finances de la maison. Et d'ailleurs, les vacances estivales, c'est pour bientôt. Et c'est un budget à part entière aussi. À prévoir en avance. À prévoir en avance, c'est ça. Exactement. C'est un budget qui est conséquent dans la vie d'une famille. Ça se prépare, vous allez me dire, c'est pas maintenant qu'il faut en parler. Ça se prépare à l'avance. Il y a pour le b.a.-ba de la finance, il y a la prévision. C'est ça. Un gestionnaire qui ne prévoit pas, c'est quelqu'un qui navigue à vue. Donc il faut, dans un couple, dans un foyer, il y a ce que j'appelle toujours la boule de neige. Vous savez, ça commence par le mois de Ramadan. Après, il y a la fête de Al-Fitr, puis la fête de Al-Kbir. Entre-temps, il y a les vacances d'été. Il y a les vacances d'été, puis il y a la rentrée scolaire, puis ensuite il y a la vignette et l'assurance. C'est vrai. C'est la boule de neige. C'est-à-dire on se repose pendant 6 mois pour gérer la boule de neige de 6 mois. C'est vrai. Si vous n'êtes pas dans la prévision, vous ratez la trajectoire. Et pour un couple, c'est difficile. D'où le recours à l'endettement massif. Et donc, c'est un peu le début de la fin, parce qu'à un certain moment, on arrive à subvenir à nos besoins d'endettement, et après, on s'endette pour s'endetter, et on achète une dette par une autre. Et surendettement du couple, ça veut dire tout simplement qu'on a mis déjà un pied dans la difficulté financière. Merci beaucoup pour votre expertise, vos expertises mutuelles. Hanan Oubidab, psychothérapeute et coach. Et puis Dédès Rodri, coach financier. Merci beaucoup au nom de nos téléspectateurs pour vos apports mutuels. Moi, je reste avec eux justement pour une interview santé. À tout de suite. Et donc, nous sommes bien installés en studio pour parler avec vous, professeur Amal Bourkia, du don d'organes. Où en est-on? Eh bien, nous allons faire le point avec vous. Vous allez bien? Merci. C'est un plaisir de vous avoir. Aussi, merci beaucoup, le plaisir Vous êtes de partager. professeur de néphrologie et présidente de l'association Rhin. Alors, le don d'organes, c'est véritablement votre combat, le combat de votre association. Et une mise, on va dire, à jour des avancées avec vous était importante dans la fin de la saison d'Once dit tout de cette année. Où en est-on aujourd'hui, professeur Bourkia? C'est vrai que, comme vous l'avez bien dit, c'est-à-dire c'est un combat. C'est un combat de plusieurs années, avant même l'association, avec l'association, parce que l'association, depuis sa création, il s'est fixé 2 principaux objectifs, à savoir d'abord faciliter la sortie de la dialyse, parce qu'on a un pool de dialysés, et par la greffe, et essayer d'éviter ou de réduire le nombre de personnes qui arrivent à la dialyse par la prévention. Donc ces 2 volets, malheureusement, ils ne vont pas toujours ensemble, parce que la greffe, comme on le sait, reste vraiment à un stade très, très embryonnaire et en deçà des attentes et des besoins de notre population. Donc, il y a beaucoup de choses encore à faire et si on veut faire une mise au point, il y a beaucoup d'aspects qu'on pourrait discuter. Et avant d'ouvrir l'antenne, on va dire, avant de nous retrouver sur le plateau, vous me disiez que ça passe aussi par la communication. Il faut informer les gens, il faut aller vers les gens. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire seul. Pousser les gens à faire don de leurs organes. Oui, absolument. La communication est importante. Pourquoi? Parce que si on veut faire une mise au point, on doit passer par plusieurs... quels sont les éléments qui sont intéressés par la greffe d'organes, par exemple, et de reins en particulier? C'est d'abord l'élément humain, c'est-à-dire d'où viennent ces organes, le donneur. Le donneur, que ce soit le donneur vivant ou le donneur en état de mort cérébrale, pour le convaincre, pour qu'il comprenne de quoi il s'agit, pour qu'il puisse adhérer à cette technique, il faudrait qu'il comprenne. Donc, il y ait de la communication, de la sensibilisation, de l'information. Donc, si on prend le donneur vivant, par exemple,
exemple, si on commence déjà par faire une situation, si on prend le donneur vivant, vraiment, on a des chiffres incroyables qui ne cessent d'augmenter de dialysés, si on prend que le rein, sachant que les autres organes, à un stade terminal, ils meurent. Donc pour le rein, si on est à 27 000 dialysés qui espèrent un jour être greffés et qu'on est à environ, parce qu'on n'a jamais de chiffre exact, de 400 et quelques greffes, mais c'est trop déséquilibré, c'est incroyablement disproportionné, c'est-à-dire qu'il y a une grande attente et du coup, ceci nous ramène à dire qu'il n'y a pas de donneurs familiaux, si on parle que déjà de donneurs vivants. Donc il n'y a pas eu suffisamment de communication de notre part déjà, les médecins, il n'y a pas eu de communication, d'implication des pouvoirs, donc sensibilisation aussi des organismes de couverture pour orienter vers ce moyen thérapeutique. Ne parlons pas du don après la mort. Donc, qui est aussi l'autre origine des organes. Le donneur après la mort, donc la mort cérébrale, les sujets en état de mort cérébrale, s'il n'y a pas une communication dès l'arrivée du patient, l'accidenté, le sujet en état de mort cérébrale qui arrive à l'hôpital, une bonne communication, une information, une prise en charge de ces familles, on n'aura jamais d'accord. Deuxième chose, la loi reste toujours dans signer l'accord au niveau du tribunal. On connaît, dès que vous parlez de tribunal avec les gens, c'est toujours très délicat que les gens se réveillent un jour, vont au tribunal. Donc nous, pour s'inscrire dans le registre de don d'organes. Tout à fait. Qui est disponible dans les tribunaux. Normalement dans les tribunaux, sachant que certains tribunaux n'en ont pas et que beaucoup de personnes, par exemple, qui sont informées, qui veulent aller s'inscrire, peuvent se présenter à certains tribunaux, tribunal de première instance de leur ville, et ne pas trouver de registre. À Casablanca, on est le premier, c'est-à-dire la première ville et la première association à avoir travaillé là-dessus. On a fermé le premier registre, qui est fini, mais qui ne dépasse pas malheureusement les 470 signatures. Et on a commencé le deuxième et on attend toujours des volontaires. Ce sont des chiffres qui sont importants en matière d'évolution, mais qui sont vraiment dérisoires en matière d'attente et donc d'organes pour demain pour nos patients. Alors, il y a quand même deux volets de discussion parce qu'il y a deux types de donneurs. Il y a les donneurs en mort cérébrale et il y a les donneurs familiaux. Si on veut prendre les donneurs en mort cérébrale, qu'est-ce qui fait que les choses bloquent encore? Est-ce que c'est une question de confiance? Et après, on abordera le volet du donneur familial. Est-ce que c'est une question de confiance? Est-ce qu'on a peur, je vais vous le dire de façon très honnête, du trafic de dons d'organes? Oui, la peur vient toujours du manque d'information. Quand on n'a pas suffisamment d'informations dans n'importe quel domaine, n'importe quel sujet, on a peur. Effectivement, il y a la peur. Il y a aussi le manque d'informations, c'est-à-dire on ne communique pas beaucoup sur ce sujet. Les gens qui se posent cette question ou bien qui discutent de ce sujet, ce sont juste les personnes concernées ou bien un jour, ils en ont entendu parler. Moi, comme par exemple, j'ai fait la formation sensibilisation au niveau des collèges. Mais croyez-moi que au niveau des collèges, c'est les élèves qui sont partis informer leurs parents qu'il existe un moyen thérapeutique, qu'on peut s'inscrire et qu'il peut parce que ce n'est pas un sujet de débat sociétal. C'est ce que nous avons toujours demandé. Il faut que la société marocaine s'implique dans ce moyen thérapeutique si on veut sauver nos concitoyens. Surtout qu'ils discutent. Il y a des enfants, des personnes actives, des personnes qui soutiennent des familles, qui supportent des familles. Vous savez, sur les 26-27 000, on a minimum, on doit greffer les 60% parce que nous avons une population jeune qui arrive à la dialyse avec des enfants, des femmes, des hommes qui sont encore en activité, qui veulent étudier, qui veulent avancer dans leur travail et qui sont bloqués par la dialyse. Tout ceci, donc, pour le donneur cadavérique, il y a aussi cette peur. Bien sûr, si on sait, déjà, les gens ne connaissent même pas très bien comment on peut prélever. Où est-ce qu'on peut prélever? Ils croient qu'on peut prélever dans la rue, que les personnes qui tombent, qui décèdent chez eux, qu'on peut faire du n'importe quoi. Non. Le patient qui peut être donneur doit être dans un milieu de réanimation. Il doit être dans une structure hospitalière. Il doit être géré par une équipe médicale. On doit le maintenir avec de bonnes constantes pour pouvoir le prélever. Sinon, les organes sont perdus, on ne peut rien faire. D'accord, mais je vous donne un exemple. Vous avez une personne qui décède, d'accord? Et elle ne s'était jamais inscrite dans ce registre. Mais elle a fait part de sa volonté de donner ses organes. Une fois qu'elle décède, est-ce que la famille peut prendre contact? Sa famille, absolument. C'est ça? Oui. Même si elle est décédée chez elle, à la maison, hors milieu hospitalier? Oui, non, chez elle, il n'y a pas de possibilité technique.
C'est-à-dire, s'il décède dans un milieu hospitalier dans les conditions déjà citées et que la famille veut donner son accord. Ça, c'est vous soulevez un point très important, c'est celui de la place que donne la loi à la famille. Et nous, on voudrait, à la limite, essayer de changer cet aspect. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autre cas aussi, quand la personne a donné son accord et que la famille peut s'opposer au après le décès de la personne. Absolument. Donc, et nous, on demande à ce que les familles respectent au moins la volonté du défunt. Mais si, par exemple, la personne décède chez elle, elle ne peut pas être transportée en milieu hospitalier pour que vous, l'équipe, puissiez prélever les organes? Non, c'est pas possible. Non, parce que l'organe doit rester vivant. Pour qu'il reste vivant, il faut qu'il reste un minimum de tension artérielle, qu'il soit irrigué. S'il n'est pas irrigué, ça y est, il est décédé, ça y est, la mort est Alors, rappelons quand même pour nos téléspectateurs, quels sont les organes que l'on peut donner? Finalement, on peut donner actuellement tout, c'est-à-dire tous les organes, les principaux organes qu'on connaît. Légalement au Maroc, bien sûr. Le cœur, les reins, le foie, l'intestin, etc., l'œil, la cornée, pour le reste des les tissus, l'os, etc. Tout ce qu'on ne peut pas prélever, c'est les organes génitaux, c'est-à-dire impliqués dans la reproduction. D'accord. Ceux-là, on ne peut pas les donner, donc c'est interdit par la loi. Bien sûr, les cellules, comme le sang, la moelle et tout ça, on peut le donner. On peut le donner. Oui, absolument. Alors, maintenant, ça pose problème parce que finalement, vous avez deux types de donneurs. Vous l'avez dit, vous avez des donneurs en mort cérébrale et vous avez expliqué le contexte, comment ça doit se passer. Donc, il faut absolument que la personne décède en milieu hospitalier, absolument. Mais c'est des choses que l'on ne peut pas prévenir quand même, professeur. Ah oui, mais c'est pour ça qu'on a besoin de milliers de Marocains, de millions de Marocains inscrits sur le registre. C'est-à-dire personne ne sait, par exemple, si on est inscrit demain, est-ce qu'on va pouvoir être donneur? C'est juste l'intention de donner, l'intention si on est 10 millions ou 15 millions, c'est pas comme si on est 500 personnes, parce que il faut décéder dans des circonstances particulières pour pouvoir arriver en réanimation, être hospitalisé, avoir été sauvé ou perfusé ou maintenu précocement pour garder les organes en bon état et pour agir vite par la suite pour la greffe. Bien sûr, si on est à 500 personnes, c'est rien du tout. C'est comme si on n'a pas de donneur en état de mort cérébrale pour demain. C'est ça. Les gens ont aussi cette appréhension du commerce. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les gens, quand ils te posent la question, est-ce que, par exemple, on va laisser mourir mon parent juste pour le prélever, etc. Non. Le diagnostic de la mort cérébrale, il est très précis. Il existe dans la loi, il existe dans les fatwas et la famille peut le suivre heure par heure. Ce n'est pas quelque chose qui est diagnostiqué une seule fois. Il y a tout un processus donc, de surveillance où la famille est impliquée. On leur donne régulièrement l'information expliquée par les différentes équipes. Et normalement, on a 2 équipes différentes pour éviter justement tout ce que les gens peuvent craindre en manière de manipulation. Ils ont aussi peur que par la suite, il y ait c'est-à-dire que les organes ne vont pas aux personnes qui vraiment ont besoin de ces organes. Il y a toute cette appréhension. Vous êtes d'accord, professeur? Bien sûr. Vous rencontrez, vous, les personnes sur le terrain? On vous dit ça clairement? Tout à fait, tout à fait. La peur et l'appréhension, et parmi les choses qu'on voudrait développer, c'est la confiance de notre population dans les structures hospitalières. Parce que ces prélèvements se font dans les structures hospitalières et on commence déjà à la porte, donc à l'accueil pour faciliter ça. Alors, l'autre type, on va dire, de donneur, c'est le donneur familial. C'est-à-dire dans l'environnement proche. Absolument. Mais c'est un donneur qui est sain, surtout pour le rein. Ah oui, pour tout. Mais pourquoi vous n'arrivez pas, normalement, on se dit, normalement, on devrait trouver un donneur dans l'environnement familial. Absolument. Un frère, une sœur, un père, une mère qui peut donner son rein pour sauver son enfant, pour sauver son frère, pour sauver sa sœur. Pourquoi c'est aussi compliqué? Qu'est-ce qui se passe? C'est très compliqué parce qu'on a l'impression que les familles... Pourtant, c'est des familles qui souffrent avec le malade. Ils souffrent avec le malade, mais il n'y a pas finalement une aussi grande, importante solidarité pour donner un organe et le sortir de la souffrance de la dialyse. Ça risque pas de faire culpabiliser les gens, ce que vous dites là, professeur? Oui et non, parce que les gens qui ont fait le pas, ils ont fait beaucoup d'efforts sur eux-mêmes et ils sont d'une grande générosité, surtout quand il s'agit de jeunes, et puis surtout que quand on explique aux donneurs qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, c'est-à-dire que les donneurs vivants, ils dépassent de très loin, par exemple, les précautions qu'on fait pour le donneur cadavérique. Parce que même si on perd un organe, par exemple, pour le donneur cadavérique, déjà, ça pose aucun problème pour le donneur. Et pour l'organe, ce n'est pas très grave. Par contre, un organe prélevé chez un donneur vivant, d'abord, le donneur ne doit avoir aucun problème. C'est sûr qu'il n'y a pas du 100%, de 2000% en médecine, mais
c'est-à-dire toutes les précautions sont prises. Et les donneurs sont dans un état donc, de santé normalement des meilleurs qui existent. Et d'ailleurs, même les études ont montré leur survie et qu'ils meurent d'autre chose que d'un problème, par exemple, de rein. Mais est-ce qu'il y a forcément une compatibilité dans l'environnement familial? Oui, bien entendu. Déjà, par rapport aux parents, ils sont à au minimum 50%. Et la fratrie, ça va de 25, 50, 75 jusqu'à 100%. Vous savez, donneur vivant 100%, c'est un taux de succès incroyable. Donc, surtout maintenant, avec le développement des techniques, et là, on peut aussi dire où on en est, la technique, par exemple, de prélèvement, qui est aussi un obstacle, particulièrement si le donneur est une femme et une jeune femme, avec une grosse cicatrice. Vous savez que pour prélever le rein, il faut au moins 24-25 cm. Donc, c'est beaucoup, c'est un handicap par la suite. Alors maintenant, le développement de la cellule, où il n'y a que quelques trous et une incision pour sortir le rein, et le développement de la robotisation. Donc, sous d'autres cieux, il y a une grande évolution et le donneur vivant apparaît 48 heures. Merci beaucoup, professeur, pour tout ce décryptage autour du don d'organes. En tout cas, voilà, vos messages sont clairs. Il faut encourager par la communication et par la transparence. Professeur Amal Bourqiya, professeur de néphrologie et présidente de l'association Rein. À très vite sur le plateau d'On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité et à bientôt. Au revoir.